je continue pour le cours de la troisième semaine, deuxième capsule. Je vais aborder certains sujets en rapport avec le plaquage électrolytique, différents phénomènes qui vont influencer la performance du procédé, mais surtout la qualité du plaquage des pièces au niveau, entre autres, de l'uniformité du dépôt. Avant, peut-être parler ou rappeler, parce que c'est un concept qu'on a vu quand même en dégradation des matériaux l'an dernier, le phénomène de polarisation. La polarisation, c'est une force supplémentaire. Ben, c'est un phénomène qui va faire en sorte, là, de manière générale, à rendre plus difficile ou à ralentir les réactions à l'anode et à la cathode. Donc, ce qui va faire en sorte que lorsqu'on veut assurer un rythme donné de plaquage, donc assurer un certain courant électrique, il va falloir appliquer une tension électrique supérieure, entre autres, et aussi faire d'autres opérations, comme plus particulièrement l'agitation du bain électrolytique, pour essayer de diminuer le plus possible les phénomènes de polarisation qui ont lieu de chaque côté de l'électrode, en l'occurrence la pièce à plaquer, et l'anode. Donc les phénomènes de polarisation ont généralement lieu à l'interface électrolyte-électrode. Donc comme il est dit ici, là, écrit, la définition, c'est que sans courant électrique, le voltage mesuré à la surface de l'électrode n'évolue pas. Il se stabilise à un certain niveau. On le considère donc comme statique. Cependant, lorsqu'un courant passe à l'anode et à la cathode, donc on crée les réactions d'oxydoréduction. Donc le potentiel n'est plus statique puisque le potentiel de l'anode tend à devenir plus noble et à la cathode tend à devenir moins noble. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on sait que la cathode, c'est l'électrode dans lequel on va accumuler des électrons. On va pousser les électrons dans la cathode. Donc, de manière générale, la pièce à plaquer, en plaquage qui représente la cathode, elle est chargée donc négativement. Elle va donc attirer vers elle les ions de signe contraire, donc les ions positifs. En l'occurrence, les ions métalliques qui vont se retrouver éventuellement plaqués sur la pièce. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que quand les ions sont acheminés vers la surface de cathode, ben, ils ont tendance, les ions, à s'accumuler, donc à se, à se regrouper sur la surface là, de la cathode. Et tout dépendant du rythme auquel les électrons s'en vont dans les ions et que le métal se dépose sa forme métallique, ben, il pourrait arriver que les ions positifs du métal s'accumulent et là, la pièce est entourée d'un nuage de cations ou d'ions positifs, si on veut, et ça va faire en sorte que les ions positifs qui sont accumulés et qui n'ont pas encore reçu leurs électrons, ben, ils diminuent la force d'attraction négative de la cathode. Donc, les ions positifs vont annuler une partie, le pouvoir d'attraction de la cathode. Donc, ça va contribuer à ralentir le rythme parce que les ions positifs qui, eux, sont plus éloignés, ben, ils vont être beaucoup moins attirés par la cathode parce que la cathode est entourée d'un manteau d'ions positifs qui, eux, ont au contraire tendance donc à repousser les ions plus loin, donc de les empêcher d'être attirés à leur tour. Donc ça, c'est grosso modo, là, ce que je viens d'expliquer là, c'est dans l'ensemble, là, c'est ce qui entoure là, ce qu'on appelle la polarisation cathodique. On va le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, ça implique donc une chute de potentiel causée par une pénurie d'ions convenables à la surface de l'électrode. Donc, la polarisation possible à une ou deux électrodes. Donc, et là, ben, il y a deux cas possibles là, pour la polarisation de manière générale. Là. Il y a la production d'un film non conducteur. Donc, autrement dit, si on a vu ça en dégradation, c'est le phénomène de passivation. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est que la pièce qui se retrouve du côté anodique, ben, elle se retrouve là parce qu'il y a il peut y avoir dégagement d'oxygène à l'anode, d'oxygène qui
provient de la décomposition de l'eau. Et cet oxygène-là pur oxyde le métal pour former éventuellement une couche d'oxyde passive. Et les molécules d'oxyde, elles ne conduisent pas le courant. Donc, arrivé progressivement, lorsque la couche d'oxyde se forme, on a vu ça en dégradation, entre autres les aciers inox là, particulièrement, ben, c'est de plus en plus, le courant passe de moins en moins, et donc le potentiel chute pour un même courant, c'est-à-dire oui, le potentiel il va chuter, puis le courant il va chuter lui avec. Et pour maintenir le courant constant dans cette situation-là, il faut sans cesse augmenter le potentiel. Jusqu'à un moment donné où là, le potentiel va tendre vers l'infini, lorsque la couche d'oxyde est suffisamment épaisse et complètement isolante électrique, il est impossible au courant de passer. Mais là, on va être dans une situation où le métal est passivé. Donc, c'est à ce cas-là qu'on fait référence, le premier cas, production d'un film non conducteur, une couche passive, autrement dit. Ça, on a vu ça en dégradation. Ça, en plaquage, c'est pas vraiment un problème. Ça ne peut pas se passer actuellement parce que la pièce à plaquer, elle est cathodique. Donc, il y a pas, elle n'est pas anode. Donc, à la cathode, il ne peut pas y avoir émission d'oxygène. L'oxygène se forme en donnant ses électrons. Tandis qu'à la cathode, ce sont des ions qui acceptent des électrons. Par contre, lorsqu'on va aborder l'anodisation dans la session plus tard, là, justement, là, l'anodisation, le film d'oxyde se bâtit et là, on va apprendre que le potentiel a tendance à augmenter, à diminuer, c'est-à-dire puis le courant diminue aussi. Donc, si on veut maintenir le courant constant, il faut augmenter le potentiel. Et le deuxième cas, c'est l'accumulation de charges identiques à la surface de l'électrode. C'est exactement ce que j'ai expliqué juste avant, dans une parenthèse. Donc, les ions qui s'accumulent et qui amortissent le pouvoir d'attraction des électrodes respectives. Donc les cathodes, la cathode va accumuler des ions positifs qui va donc atténuer le pouvoir d'attraction pour d'autres ions positifs plus loin dans la solution. Et il va se passer l'inverse du côté anodique. Il va y avoir accumulation, il pourrait y avoir accumulation d'ions négatifs qui sont attirés par l'anode et donc diminuer le pouvoir d'attraction de l'anode pour d'autres ions négatifs. Donc tout ça ensemble, là, c'est ça. De manière générale, la polarisation, c'est lorsqu'on met le potentiel, il y a des phénomènes qui vont, euh, disons, mettre des bâtons dans les roues, si on veut, là, aux réactions d'oxydoréduction de chaque côté. Donc, un exemple du deuxième cas de polarisation. Bon, ça, je l'ai expliqué. Sans application de tension extérieure, l'électrode est entouré de cations et d'anions. Et deuxième phase, avec l'application de tension, on assiste au plaquage. Donc, il y a eu accumulation d'ions positifs uniquement. Les ions négatifs sont repoussés puis s'en vont à l'anode. Donc, un appauvrissement de ceux-ci à la surface. Donc, les ions positifs, eux, les premiers, là, ils vont accepter les électrons. Donc, la quantité d'ions positifs va diminuer. Puis les ions, par exemple, lorsqu'on fait un plaquage en présence de sulfate de nickel, comme on va faire dans le laboratoire, les ions SO4- formant une agglomération négative empêchent le plaquage d'autres ions positifs. Donc ça, c'est une deuxième phase de la polarisation du deuxième cas de polarisation. Donc les ions négatifs, autrement dit, là, eux, il faut qu'ils dégagent la surface de la cathode. Sinon, ils peuvent empêcher les ions positifs de se coller après la cathode. Polarisation anodique, donc les anions qui n'arrivent pas assez vite. Donc ça pourrait être les SO4- si on fait du plaquage au nickel dans la solution, dans l'électrode de Watt, dans l'électrolyte de Watt, avec présence de sulfate de nickel. Il va y avoir aussi présence de chlorure. Donc ces ions négatifs-là, ils peuvent ne pas arriver assez vite à la surface de l'anode parce que dans le fond, c'est les ions négatifs qui vont qui assurent le transport des électrons. Donc, il faut se rappeler qu'un circuit de plaquage, justement, c'est un circuit. Donc, comme un circuit de piste de course, là, en Formule 1, c'est fermé. Donc, les électrons, eux autres, ils circulent partout, même dans l'électrolyte. Mais l'électron, il se sert d'atomes comme véhicule. Donc, les SO4- par exemple, là, eux, qui sont dans la solution, ils vont fournir en électrons l'anode.
et les électrons vont finir par se retrouver de l'autre côté à la cathode. Donc, il faut donc que les ions négatifs qui participent au transport du courant des électrons, ils servent de véhicule aux électrons. Ben, si le véhicule il est pas capable, il est empêché dans son mouvement et dans son déplacement vers l'anode, c'est donc dire que l'électrolyte dans son ensemble va rendre plus difficile, va diminuer le rythme de plaquage, donc ça prend des électrons. Donc là, on va parler de polarisation anodique. Puis il peut aussi y avoir comme type de polarisation à l'anode, si le potentiel est suffisant, on peut provoquer la décomposition de l'eau et il va y avoir formation d'oxygène à la surface de l'anode, l'oxygène gazeux. Et ça fait en sorte que l'oxygène qui adhère à la surface de l'anode, ben, lorsqu'il reste collé sur l'anode, ben, il enlève de la place pour que d'autres ions négatifs puissent y avoir accès et donner ces électrons à l'anode. Donc l'anode, elle a d'autant plus de difficultés à capter les électrons si les ions négatifs n'ont pas accès à sa surface à cause, par exemple, de formation de bulles d'oxygène qui adhèrent, qui ne veut pas partir de la surface. Donc, deuxième cas de polarisation anodique, la polarisation peut aussi se produire si les cations, donc les ions positifs, près de l'anode ne diffusent pas assez rapidement. Donc, de la même façon, comme on l'a dit tout à l'heure, que des ions négatifs qui peuvent euh, être s'accumuler, ne pas vouloir quitter assez rapidement la surface de la pièce à plaquer. L'inverse peut se produire aussi, c'est-à-dire des ions positifs près de la surface de l'anode qui ne veulent pas, qui sont trop accumulés à la surface de l'anode et empêchent les ions négatifs d'avoir librement accès. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des choses, c'est des images que vous avez vues en dégradation. Ce sont ce qu'on appelle des courbes de polarisation. C'est l'influence. Ce que vous avez, la courbe à gauche, c'est la chute de potentiel à la cathode due au phénomène de polarisation et l'augmentation du potentiel à l'anode. Donc, on disait que euh, dans le cas d'une pile, lorsque la polarisation intervient, la cathode devient moins cathodique, elle est moins capable d'attirer les ions positifs. Et l'anode, elle, donc ça veut dire que son pouvoir réducteur est réduit, donc le potentiel baisse. Donc il y a une réduction. Il ne faut pas oublier qu'à la cathode, c'est de la réduction, ça veut dire un ion qui gagne des électrons. Donc en le Q. Et, euh, et à l'anode, c'est pour que la pile fonctionne, il faut que l'anode s'oxyde facilement. Donc, elle libère des électrons facilement. Mais si les ions négatifs ont difficilement accès à l'anode à cause de phénomènes de polarisation, ben, l'anode va avoir de la difficulté à fournir des électrons, à libérer des électrons, donc à s'oxyder. Donc, son potentiel augmente. Le potentiel, plus il est bas d'une électrode, plus l'électrode se dissout, s'oxyde facilement, plus elle laisse partir ses électrons facilement. Là, à l'inverse, plus le potentiel est élevé d'une électrode, plus elle est cathodique. Ça veut donc dire que plus elle va attirer vers elle les électrons et faire de la réduction, c'est-à-dire faire une réaction de réduction, ça veut dire prendre des ions positifs puis leur fournir leurs électrons. Et donc, si les phénomènes de polarisation sont trop importants, on peut arriver à un point limite où le potentiel de la cathode baisse jusqu'à ce que et la potentiel de l'anode elle monte jusqu'à ce que le potentiel de la pile devienne nul. Donc, ça, c'est le phénomène de polarisation pour une pile. Mais dans le cas d'un plaquage, on ne voit pas les choses que dans une pile. Une pile, ça fournit de l'énergie. Donc, on a une anode, une cathode qu'on met en contact l'une avec l'autre, et là, on crée, aussitôt que le circuit est fermé, les électrons partent de l'anode à la cathode, ça crée un courant électrique, donc c'est une source
Ben, c'est un accumulateur d'énergie qu'on libère. OK? Tandis que un procédé de plaquage, ça fournit pas de l'énergie. Il faut lui en fournir. Donc là, on va avoir l'inverse. C'est-à-dire que pour que le courant puisse passer, il faut donc que le potentiel de la cathode soit augmenté et le potentiel de l'anode doit être diminué pour assurer un bon rythme de plaquage. Vous voyez là, la courbe là, de polarisation, là, on a ici un V couché. La partie supérieure, c'est l'évolution du potentiel de la cathode, de la pièce à plaquer. Donc, plus le potentiel est élevé, plus ça plaque facilement, le courant il est plus fort, le rythme de production est plus élevé, puis en même temps, l'anode est plus facilement oxydable, donc elle libère plus facilement ses électrons, donc la cathode est donc plus facilement alimentée en électrons, donc tant la réaction d'oxydation que de réduction est donc plus facile, et le potentiel pour permettre, puis plus on augmente le potentiel, plus le rythme, plus le courant de plaquage va être important. Voilà. Polarisation cathodique. Donc, on avait parlé de polarisation anodique. Polarisation cathodique, ben, comme j'en ai parlé, je le répète un peu ici, les cations métalliques, donc les ions positifs, autrement dit, comme par exemple des ions de nickel 2+, ils n'arrivent pas assez rapidement par rapport à l'hydrogène. Ça, c'est un premier cas possible de polarisation. C'est que le potentiel, premièrement, il permet la formation d'hydrogène gazeux à la surface de la cathode. Donc, faut remarquer que lorsqu'on fait du plaquage au nickel, généralement, comme ça va être le cas pendant notre laboratoire, notre solution de plaquage, elle est acide. Elle contient de l'acide borique. Donc, il y a nécessairement, donc par définition, une solution acide. C'est une solution qui contient des ions H+. C'est ça la définition de l'acidité. Ion H+. Et ces ions-là, qui sont positifs, bien entendu, sont eux aussi attirés par la cathode, comme les ions Ni2+, métalliques. Donc, ils sont attirés, et si le potentiel pour permettre la réduction de l'hydrogène est suffisante, ben là, le nickel, il va être en compétition avec l'hydrogène pour les électrons fournis à la cathode. Fait que les ions hydrogène qui se font attirer à la surface peuvent eux aussi capter chacun, il va y avoir deux ions d'hydrogène qui vont capter chacun un électron. Et après ça, ben, ils vont se regarder l'un et l'autre, puis là, tout de suite après, ils vont décider de se partager chacun un électron. Ça va faire la molécule de H2, donc dihydrogène, deux atomes d'hydrogène avec lien covalent. Ça va former un gaz qui va plus ou moins adhérer après ça à la surface de la pièce. Donc, ça va empêcher. Non seulement, là, ce qui arrive, c'est que là, non seulement on perd du rendement de courant, parce qu'il y a du courant qui est utilisé à ne pas faire ce qu'on veut. On veut plaquer le nickel et non pas faire de l'hydrogène. Mais il y a aussi que la pièce à plaquer, elle se retrouve partiellement recouverte d'un film de gaz hydrogène. Donc, ça empêche en partie le nickel d'adhérer puis de lui aussi capter des électrons. Donc, c'est ça ça, c'est une partie de la polarisation cathodique. Et puis là, ben, la polarisation se produit aussi si les anions près de la cathode, on en a déjà parlé tantôt, ne diffusent pas assez rapidement vers l'anode. Donc, autant les bulles d'oxygène que les ions négatifs peuvent empêcher un accès facile des ions positifs vers la surface de la pièce à plaquer, la cathode. Donc, on voit que la polarisation, c'est des phénomènes qui vont faire en sorte de ralentir le rythme de la production et d'augmenter le potentiel requis pour assurer un certain courant, donc assurer un certain rythme de production. Donc, soit que j'accepte, si je ne fais rien pour vaincre le plus possible les phénomènes de polarisation en plaquage, donc autrement dit que il y a des obstacles trop nombreux pour l'accès des ions respectifs vers l'anode et la cathode, ben, ce que ça va faire, c'est que ça va ralentir le rythme de la production. Donc, au lieu d'être capable de plaquer, je sais pas, moi, 300 pièces d'une journée, on va en plaquer seulement 100. Donc, la rentabilité de l'entreprise est remise en question.
Mais il y a aussi le moyen, pour assurer le rythme de production, ce qu'il va falloir faire, c'est d'augmenter le potentiel pour vaincre, essayer de, pas vaincre, mais de compenser pour les effets, les phénomènes de polarisation. Donc, pour assurer un certain rythme de production, donc un certain courant, je vais devoir augmenter de manière assez substantielle le niveau de potentiel et donc euh, la consommation d'électricité. Donc, on sait que c'est le potentiel et le courant là, qui fait en sorte qui va déterminer la consommation électrique. Donc, ça va faire grimper la facture pour assurer un rythme de production. Donc, c'est ça, c'est les problèmes. Et en plus, euh, ça va, ça va jouer beaucoup sur la qualité du plaquage. Donc, normalement, quand il y a des gaz, par exemple, là, comme l'oxygène, quand il y a de l'hydrogène gazeux qui se forme sur la pièce à plaquer, puis qu'il y a de la misère à quitter, à évacuer, on se retrouve avec ce qu'on appelle des piqûres sur le plaquage. Donc, des, euh, parce que autrement dit, c'est des endroits où l'hydrogène est resté trop longtemps, fait qu'il n'y a pas eu de plaquage. Donc, il y a des endroits très, très pointus, très précis pour lesquels l'épaisseur est beaucoup moindre. Donc, ça donne l'apparence au visuel de piqûre sur la pièce et la pièce perd de la brillance, perd de la résistance à la corrosion aussi. Donc, faciliter dépolarisation. Qu'est-ce qu'on va faire pour dépolariser? Donc, pour essayer de faire en sorte d'assurer un rythme de production pour un potentiel électrique raisonnable. Ben, la principale chose à faire, puis qui est très facile à faire, c'est agitation de l'électrolyte. C'est extrêmement important que l'électrolyte soit suffisamment agité pendant le plaquage. On peut y aller dans les on peut y aller par agitateur dans les réservoirs de production. Il y a aussi de l'agitation à l'air. Nous, c'est ce qu'on va faire pendant notre lab. Là, on va se servir d'un aérateur pour agiter. On peut, ou encore, ce que vous avez fait, vous, en lab de plaquage, l'an passé, vous avez agité avec un agitateur magnétique. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ça fait quoi, ça? Ben, ça fait que on crée, mettons, une force. Donc, on incite un mouvement pour forcer, finalement, les bons ions à accéder aux bonnes électrodes. Donc, comme par exemple, si j'ai trop d'ions négatifs près de la surface de la cathode, ben le fait de brasser, là, ça va forcer le déplacement des ions négatifs ailleurs. Donc, ça va libérer la place pour les ions positifs. Ça va faire aussi que s'il y a des gaz de formés euh, tant du côté de l'anode que de la cathode, donc de l'oxygène à l'anode, de l'hydrogène à la cathode, ben, le fait qu'il y a un mouvement d'électrolyte intense, les bulles qui se forment vont être très facilement, très rapidement dégagées. La surface va être beaucoup plus libre pour recevoir les ions respectifs pour assurer le courant et les opérations. Donc, c'est extrêmement important, l'agitation. Donc, ça permet aussi d'accroître, donc en résumé, ça permet d'accroître les densités de courant, parce que là, on a les bonnes réactions, là, les surfaces sont dégagées de chaque côté, donc on peut mettre plus de courant de chaque côté, parce qu'on est certain que les réactions d'oxydoréduction vont bien se faire parce que les surfaces sont bien dégagées, puis que les ions ont facilement accès à leurs surfaces respectives. Donc, ça permet donc d'accroître la densité de courant. D'enlever les bulles de gaz formant parfois des dépôts piqués, je l'ai dit tout à l'heure. On peut aussi même y aller par réaction pour compléter avec l'agitation. On va ajouter un additif, donc une substance qui va réagir avec les ions indésirables et former un composé qui s'enlève facilement. Donc, il y a certains ions, là, surtout à l'anode, là, qui peuvent se former puis avoir tendance à passiver l'anode. Et là, bon, ça va faire en sorte que l'anode va devenir beaucoup moins conductrice. Les ions vont avoir de la difficulté à être attirés par l'anode. Donc, on peut mettre des additifs pour faire des composés qui n'adhéreront pas à la surface. Donc, ça, c'est une technique qui est largement employée aussi. Euh, un autre exemple de dépolarisation,
de l'hydrogène par l'oxygène. Donc l'oxygène est ajouté à l'électrolyte. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter un additif, comme par exemple du permanganate, des nitrates. OK? Et puis, ce qui va arriver, c'est que s'il y a de l'hydrogène gazeux qui se forme à la surface de la cathode, dû au potentiel utilisé, puis on sait qu'on ne veut pas qu'il y ait que l'hydrogène se forme et qu'il reste adhéré trop longtemps sur la surface, ça va faire des piqûres, ça ne fera pas un beau dépôt. Fait que, en mettant des permanganates et des nitrates qui sont des fournisseurs d'oxygène, qui peuvent réagir avec l'hydrogène gazeux et former de l'oxygène, euh, ben, ils ne réagissent pas avec l'hydrogène gazeux. C'est-à-dire qu'en mettant ces nitrates-là, il va se former de l'oxygène en solution dans l'électrolyte et cet oxygène-là va réagir, elle, avec l'hydrogène gazeux qui reste adhéré à la surface pour former de l'eau. Donc, l'eau, ben, c'est pas un gaz, ça va venir un liquide, ça fait partie de l'électrolyte. Fait que là, ça permet de libérer la surface pour permettre l'accès pour les ions positifs et donc assurer le plaquage. Donc, but de l'agitation du bain en résumé, accélérer l'apport en ions vers chacune des électrodes. Ça, c'est important aussi. Donc, au lieu de miser uniquement sur l'attraction électrique, donc on sait que la cathode positive, la cathode qui est négative, c'est-à-dire attire vers les ions positifs par la force électrique, par attirance, mais on peut grandement faciliter euh, l'accès, c'est-à-dire on peut aller aider les ions à rapidement aller vers la surface de l'électrode, des électrodes respectifs, en brassant, en faisant de l'agitation. Donc ça pourrait faire d'augmenter de façon notable la vitesse de réaction aux électrodes parce que là, on les achemine beaucoup plus rapidement. On leur donne une grosse poussée. Permettre d'accélérer le retrait des produits de la réaction d'oxydation à l'interface anode-électrode. Donc, on parle surtout des gaz, comme je vous disais tantôt, qui demeurent dans l'électrolyte, permettant ainsi un accès plus facile vers l'anode pour de nouveaux ions. Je l'ai expliqué tout à l'heure, on le répète ici. Assurer une uniformisation de la température à l'intérieur du bain de plaquage. Ça aussi, c'est important. Il y a des endroits, là, surtout aux électrodes, ça a tendance à chauffer un peu plus qu'ailleurs. Donc, si on veut uniformiser la température pour pas créer de points chauds, ben on brasse. Donc, une quantité, ça c'est un circuit de plaquage représenté très sommairement. C'est juste pour expliquer que la tension électrique totale qu'on met sur la cellule, le V, la tension qu'on utilise par la source de courant, ben, c'est une force, là, mais elle est subdivisée en plusieurs forces. Donc, les forces pour la réaction anode-cathode, il y a des résistances dans le circuit, il y a la résistance de l'électrolyte. Donc, la force totale, la tension totale, elle sert à vaincre toutes sortes de résistances et elle sert aussi à permettre, bien entendu, les réactions d'oxydoréduction, mais aussi à vaincre certaines résistances qui vont contribuer, en tout cas qui vont tendre à faire diminuer le courant dans la cellule. Donc, une quantité d'énergie doit être fournie à l'ion poussé vers une électrode et devant faire partie de la structure atomique. Le voltage mesuré entre l'anode et la cathode est la somme des sous-voltages spécifiques à chaque région de la cellule électrolytique. On n'a qu'à penser à l'électrolyte, au bar omnibus, au fil, partout. Tout ce qui fait partie du circuit offre une certaine résistance. Et là, ben, on va aller voir chacune des 5 régions de sous-voltage. La réaction à l'anode qui demande elle-même une tension électrique. Là. Donc, autrement dit, il faut arracher l'électron des ions négatifs. Les ions négatifs qui sont attirés par la polarité positive de l'anode, mais du coup que l'ion est collé, l'ion négatif, il est adhéré à la surface de l'anode, ça prend une force pour arracher les électrons, comme par exemple les SO4 2-, là, on va lui arracher les 2 électrons de trop qu'il a. Donc ça prend une force. C'est comme si vous voulez arracher quelque chose des mains de quelqu'un, vous devez forcer. C'est ça ici. C'est une tension, c'est la force qu'il faut appliquer en rapport avec la réaction à l'anode. Il faut faire la même chose à la cathode. Il faut pousser l'électron dans l'ion positif. Donc là, on ne tire pas. À l'anode, on tire les électrons. Donc, on les arrache à l'ion négatif. Tandis qu'à la cathode, l'électron est dans la cathode au départ, puis là, on pousse l'électron dans l'ion
qui est adhéré à la surface. Donc, on tire d'un côté puis on pousse de l'autre. Dans les deux cas, ça prend une force. Polarisation à l'anode, donc autrement dit, les forces qui nous permettent d'acheminer correctement les ions vers l'anode, les ions négatifs. Donc, migration des ions perte. Donc, autrement dit, les ions, là, quand ils circulent, au départ, dans un électrolyte, là, si je ne mets pas de potentiel, les ions positifs, négatifs, là, ils surnagent, puis ils vont dans toutes les directions. Il n'y a pas d'orientation préférentielle de déplacement. Mais aussitôt que je mets le potentiel, là, la cathode, elle se met à attirer les ions positifs, puis l'anode, elle se met à attirer les ions négatifs. Donc, là, ce qui arrive, c'est que là, il y a des collisions. Les ions négatifs qui étaient près de la cathode, ben, eux autres, ils vont aller vers l'anode. Puis le contraire aussi, les ions positifs qui au départ étaient du côté de la cellule où il y avait l'anode, mais eux, ils vont être attirés de l'autre côté. Fait que là, il y a un déplacement, puis là, les ions vont se croiser, puis ils vont rentrer en collision les uns des autres. Donc, il y a une perte d'énergie associée à ça. Donc, pour diminuer cette perte, on va maintenir entre autres la distance à notre cathode la plus près possible. Mais ça, il faut faire attention. On va faire ça dans les procédés d'électrolyse le plus possible. On va augmenter la distance. Tandis que dans les procédés de plaquage, là, on va faire un peu attention. Parce que si c'est trop proche, il risque d'y avoir des courts-circuits. Donc, ça, j'expliquerai ça à un autre chapitre. Polarisation à la cathode. Donc, ça, c'est une autre force qui est nécessaire. On en a parlé tantôt. Réaction à la cathode, que je vous disais qu'il faut pousser l'électron dans l'ion. Vous voyez, là, de grosso modo, là, il y a 5 types de forces qu'il faut, à chaque fois qu'il faut que je prenne. Donc, et la force totale du plaquage, ça va être la somme de toutes ces forces-là, donc la tension. En pratique, la distribution du courant, donc distribution du courant et du dépôt. Là, je change un petit peu. Là, on va quitter le domaine de la polarisation. Là, je vais parler de l'uniformité du dépôt. Comment on peut s'assurer que lorsqu'on fait du plaquage, le dépôt soit le plus uniforme possible. Donc, ça fait partie des caractéristiques d'un dépôt de plaquage, uniformité. Donc, en pratique, la distribution du courant, et par conséquent du dépôt, n'est pas uniforme sur toute la surface de la pièce. Donc, à moins d'une forme plane et de superficie adéquate. Donc, lorsqu'on laisse le plaquage aller naturellement, là, il y a des bonnes chances que ce ne soit pas uniforme. À moins d'être dans des conditions très idéales, seulement la forme de la pièce là, à plaquer, la disposition des anodes par rapport aux pièces à plaquer, là, ça influence beaucoup l'uniformité du dépôt. Le courant, il tend à se concentrer au coin des pièces, donc aux limites de la pièce, et aux projections de la pièce. Donc les projections, c'est des coins, entre autres. Donc les points de la cathode les plus proches de l'anode recevront une épaisseur de métal plus élevée. La densité de courant est plus élevée si la distance qui sépare l'anode de la cathode est faible. Donc, si j'ai une pièce qui a une forme de telle sorte qu'il y a des zones de la pièce qui se retrouvent plus proches de l'anode que d'autres zones, ben, de manière naturelle, là, le plaquage va être beaucoup plus élevé sur les zones plus proches de l'anode, parce que la densité de courant va être plus élevée. Les ions, là, le courant dans son ensemble, les ions, ils sont un peu comme nous, ils sont paresseux, ils prennent le chemin le plus facile. Fait que le courant va se concentrer sur la distance la plus courte qui sépare l'anode de la pièce à plaquer. Donc, c'est ça. Afin d'obtenir un plaquage uniforme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de répartir le plus uniformément les contacts sur la cathode. La distribution du dépôt, elle dépend de plusieurs facteurs. La forme et la grosseur de la pièce, comme je l'ai expliqué juste avant. Ça dépend de la conductivité électrique du bain, donc la concentration en ions surtout, le pH aussi, la polarisation, ainsi que le niveau d'agitation. Donc ces 4 facteurs-là vont influencer de manière naturelle la distribution du courant et l'uniformité du dépôt. Donc ce que je vous montre ici, là, c'est juste pour illustrer. Vous voyez, vous avez 3 pièces à plaquer qui se situent à gauche, elles sont la cathode, et l'anode qui est, elle, une surface complètement plane. Bien, vous voyez la forme là, des pièces qu'on veut plaquer, là, c'est comme
Ça pourrait être des gouttières, par exemple, des gouttières en acier qu'on veut plaquer. Et là, ben, vous voyez que les pointes là, sont beaucoup plus proches de l'anode que le fond. Donc, la distance entre les pointillés, ça exprime la densité de courant. Donc, là, ce qui va arriver, là, c'est que le courant va se concentrer sur les pointes qui sont plus près de l'anode. Et puis, dans le fond, ben, la densité de courant va être beaucoup plus faible, donc le plaquage va être beaucoup plus faible. Donc, ça va être difficile d'avoir une uniformité là-dedans. Mais on peut avoir recours à certains trucs, comme par exemple ici. Donc, on va mettre des obstacles non conducteurs vers les zones qui vont se plaquer trop facilement, comme les pointes. Donc, vous voyez, on a mis des obstacles de manière à faire en sorte que la densité de courant est obligée de contourner, de sorte que le chemin qu'il a à parcourir est à peu près égal au chemin qu'il a à parcourir pour aller plaquer au fond de la pièce. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut utiliser pour créer une uniformité. Donc on va avoir un dépôt égal entre les deux pointes et le fond de la pièce en ayant recours à des, euh, des obstacles entre l'anode et la cathode, comme ça. Ici, c'est juste pour montrer. Ici, là, c'est pas clair comme image, mais je vais quand même vous l'expliquer. Là. Vous avez à gauche, là, dans la partie de gauche, là, du côté négatif, là, vous avez deux pièces là, qui représentent des pièces à plaquer. Là. Puis en plus, dans chacune, c'est deux pièces identiques, une au-dessus de l'autre. Là. Puis en plus, ils ont un creux dedans chaque. Là. Vous voyez qu'il y a une distance qui les sépare. J'aurais peut-être dû mettre ça en évidence avec une flèche rouge, là, mais il y a une distance qui sépare les deux pièces. Puis de l'autre côté, vous avez la même pièce. Vous en avez trois. Fait qu'on en a placé plus. Ils sont beaucoup plus près les unes des autres. Ben, vous voyez, le courant, il est plus. Les lignes que vous voyez, là, la série de lignes, ça représente la densité de courant. Donc, sur l'image de gauche, vu que les pièces sont moins nombreuses, mais surtout à cause parce qu'elles sont plus distantes les unes des autres, ça fait en sorte que l'uniformité du courant est moins égale. Donc, tandis que si on met plus de pièces de façon à essayer de reproduire le plus possible une surface continue, ben, la densité de courant est plus uniforme. Donc, on va avoir un plaquage plus uniforme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire ce qui est à droite. Donc, de rapprocher le plus possible les pièces entre elles pour essayer de se rapprocher le plus possible d'un plaquage uniforme. Donc, l'espacement, c'est ce qui est marqué, l'espacement des C, c'est les cathodes. Pouvoir couvrant de l'électrolyte. Le courant obtenu sans polarisation est appelé courant primaire. Mais dès que le métal se dépose, donc le courant sans polarisation, c'est lorsqu'on pratique, c'est le courant pour lequel qui correspond au courant de départ. Il faut atteindre un certain potentiel. Lorsque sur une cellule de plaquage, on part d'un potentiel de zéro puis qu'on grimpe un peu le potentiel, là, il n'y a pas de plaquage qui se fait tout de suite. Faut atteindre un certain seuil. Il faut vaincre les surtensions et les phénomènes de polarisation pour que là, le courant puisse se faire, et donc le plaquage. Donc le courant là, euh, pour lequel le plaquage commence, ça s'appelle le courant primaire. Mais dès que le métal se dépose, là, hop, le phénomène de polarisation y apparaît et altère la densité de courant. Ce changement est appelé courant secondaire. Donc c'est le courant qui sert au plaquage en pratique. Le pouvoir couvrant d'une solution est relié à la distribution du dépôt sur des pièces non uniformes et consiste en la densité de courant minimale requise pour la formation du dépôt. Donc, on va définir un petit peu plus qu'est-ce que le pouvoir couvrant. Sur une cathode inégale, le point le plus près de l'anode s'appauvira rapidement en ion métallique et donc l'évolution de l'épaisseur va être plus rapide. D'où polarisation. Donc, augmentation de la résistance apparente de l'électrolyte entre l'anode et ce point. Donc, il faut se rappeler que pour faire du plaquage, ça prend des ions. Mais au départ, si j'ai un point qui est plus près de l'anode, la densité de courant va être plus élevée là. Donc, les ions, ils vont très très facilement se plaquer. Donc, tout de suite, la surface va être appauvrie en ions et devenir tout de suite moins conductrice. Ensuite, les parties éloignées de ce point, donc des parties qui sont plus loin de l'anode, ben eux autres, le nickel, il ne s'est pas consommé. Ce qui fait que là,
les ions nickel deviennent plus nombreux à ces endroits-là, plus loin, qu'ils l'étaient au départ, que le sont qu'à l'endroit où ce que ça a plaqué au début. Donc là, la partie la plus éloignée va se plaquer à son tour. Donc, si le courant ne se répartit pas à ces endroits éloignés, on constaterait une augmentation de dépôt au point primaire. Donc, si ce pouvoir couvrant-là n'aurait pas lieu, ben, le plaquage se ferait toujours à un seul endroit, puis il y aurait des endroits de pas plaqués. Donc, ça, on appelle ça pouvoir couvrant. Un bon pouvoir couvrant d'un électrolyte, donc vous voyez ici, il y a une image, on peut faire un test, on peut évaluer le pouvoir couvrant de cette façon-là, donc on peut l'illustrer de cette manière-là. C'est que vous avez du côté gauche une anode avec une cathode en forme de creux. Imaginez-vous que c'est une entaille qui a été faite dans la pièce. Donc vous avez les parties les plus près de l'anode, puis dans le fond de l'entaille, la partie la plus éloignée. Euh, un électrolyte qui aurait un meilleur pouvoir couvrant, là, c'est la partie de gauche qui a un meilleur pouvoir couvrant. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a quand même eu du métal de déposé quand on va vers le fond. Tandis que de l'autre côté, le plaquage a eu uniquement lieu sur le bout. Donc, il n'y a pas eu du tout de métal déposé en allant vers le fond de l'entaille. Donc, ça, c'est parce que l'électrolyte à gauche avait une composition chimique telle qu'il a offert un meilleur pouvoir couvrant. Donc, sans pouvoir couvrant ou pouvoir couvrant négatif, aucune correction des inégalités du dépôt. Donc, le courant va toujours être concentré au même endroit. Un électrolyte qui possède un bon pouvoir couvrant est un électrolyte qui est susceptible de corriger naturellement l'inégalité des dépôts sur la cathode. Donc, ce que ça va faire au niveau d'une surface rugueuse, par exemple, ou un très mauvais état de surface, ben, si la pièce est très très rugueuse, comme on le voit là, ben, dès le départ, là, les creux vont être un peu plus éloignés que la note. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que dès le départ, le plaquage, il va être meilleur sur les surfaces intactes, puis dans les creux, le courant va être moins fort, donc le dépôt va être moins épais, puis là, ben, il va se faire un build-up, comme on dit, là, il va y avoir des endroits qui vont devenir beaucoup plus épais que d'autres, et donc, plus le dépôt va être épais, plus il va se rapprocher plus vite de l'anode. Et là, donc, c'est un phénomène qui ne peut pas. Surtout que c'est commencé, ça peut, ce phénomène-là ne pourra pas se corriger de lui-même. Tandis que on peut faire en sorte qu'un électrolyte puisse empêcher, finalement, faire en sorte que lorsque les creux, on peut faire en sorte que la densité sur les creux puisse finalement augmenter. Et donc, assurer un dépôt autant que sur les endroits qui sont plus relevés, de façon à avoir un dépôt uniforme comme on le voit à droite. Donc, cette image-là représente le mieux ce qu'est un pouvoir couvrant. Donc, on veut le plus possible obtenir ce qu'il y a à droite. Distribution du courant et du dépôt. La distribution du dépôt dépend de quoi? De la forme et de la grosseur de la pièce, la conductivité du bain, l'agencement des anodes par rapport aux pièces, ça c'est important aussi. Je pense que j'avais donné un aperçu à la capsule de la semaine passée, là, qu'on pouvait approcher des anodes sur des coins de pièces pour aller chercher la densité de courant supérieure dans les fonds de pièces pour lesquels c'est plus difficile. Le niveau d'agitation du bain. Donc plus le niveau d'agitation est relevé, plus on assure une uniformité. Parce que là, on répartit également les ions positifs, peu importe s'il y a des creux ou sur les sommets. Effet d'une densité de courant trop forte, par contre, le dépôt devient spongieux. Donc, si la densité de courant est trop forte à certains endroits, ben oui, le dépôt va être plus épais, mais quand ça se dépose trop vite, ça crée des problèmes. Le dépôt devient plus spongieux, moins dur, poreux, craquelé, même que l'adhérence aussi dans certains cas peut être affectée. Et aussi, quand le courant est trop fort, l'électrolyte, il y a une résistance, lui, fait qu'il a tendance à chauffer. Fait que là, l'eau va s'évaporer, surtout quand l'atmosphère est sèche et quand il fait chaud l'été. Et là, ben, les concentrations vont augmenter. Puis là, ça va déranger le procédé. Distribution du courant et du dépôt ici, c'est juste pour ça, c'est une image que j'avais déjà montré là, qu'on peut faire en sorte que, ben, en tout cas,
si on a un mauvais pouvoir couvrant ou si on fait rien pour remédier au problème, ben, de manière naturelle, là, le courant a tendance à se concentrer sur les coins et a tendance à être très appauvri dans les creux, tel qu'il est montré à l'image ici. Ah oui, puis on dit aussi que lorsqu'on plonge les pièces dans le cellule de plaquage, tout dépendant de la géométrie de la pièce, il faut éviter qu'il y ait de l'air qui reste emprisonné, puis que ces bulles d'air-là puissent adhérer à la surface et empêcher le plaquage donc à ces endroits-là. Ratio de plaquage et distribution du dépôt, on peut mettre un chiffre sur le pouvoir couvrant. On peut mettre un chiffre, c'est-à-dire sur l'uniformité du dépôt. Donc, c'est quoi? On peut définir un ratio de plaquage qui est l'épaisseur moyenne. Donc, il faut aller mesurer l'épaisseur à différents endroits sur la pièce plaquée. On en fait une moyenne. Et on divise ça par l'épaisseur minimum que j'ai mesurée. Donc, ça donne le ratio de plaquage. Donc, un ratio de plaquage qui est égal à 1, ça veut dire que c'est un dépôt carrément uniforme. Hein, peu importe où j'ai mesuré, là, la valeur est tout le temps pareille. Donc, le minimum égale la moyenne. C'est une uniformité parfaite. Puis, plus le ratio est élevé, ben, plus ça veut dire que plus la différence entre la moyenne et l'endroit que j'ai mesuré, la plus faible épaisseur, est élevée. Donc, c'est un dépôt moins uniforme. Donc, la méthode est bien décrite dans la norme ASTM B507-86, qui spécifie les ratios de plaquage recommandés en fonction de la géométrie de sa surface. Donc, il existe des critères à respecter en fonction des critères d'uniformité en fonction de forme de pièce et de d'autres facteurs. Il y a, en pouvoir couvrant, là, ça peut se subdiviser en deux. Il y a le macro pouvoir couvrant, c'est-à-dire à l'échelle de la pièce. On veut que sur toute la surface de la pièce, que le dépôt soit uniforme. Donc, tantôt, on parlait des pointes et des creux d'une pièce là, dans la géométrie. Là. Mais il y a aussi le micro-pouvoir couvrant, où là, c'est plus à l'échelle microscopique, où là, si j'ai des imperfections, comme on a vu tout à l'heure, ici. Donc, vous voyez, là, ça serait, cette image-là, ça concernerait le micro-pouvoir couvrant. Tandis que cette image-là, c'est à l'échelle de la pièce, et non pas à la qualité de surface. Macro-pouvoir couvrant. Voilà. Donc, dépendant de la surface physique de la pièce, on devrait tenir compte du facteur de rugosité. Densité de courant fois le facteur de rugosité pour. Donc, tout dépendant de l'état du métal, c'est étiré, laminé, poli. Donc, on a des facteurs de rugosité qui vont faire en sorte que on peut donc prédire si le dépôt il va être uniforme ou pas à partir d'un facteur de rugosité de la pièce avant le plaquage. Ici, un exemple de pouvoir couvrant. Mettons, on vous dit, considérant la pièce suivante, là, on a une pièce à plaquer qui est à gauche, la note qui est à droite. On voit que la distance n'est pas pareille, où on se situe par rapport. La note, elle est droite, mais pas la pièce. Donc, on a des. Ça fait que là, on s'attend qu'en zone P1, ça plaque davantage parce que la distance est plus courte. C'est plus facile pour le courant de passer par là que dans la zone P2. Donc, effectivement, on nous demande de calculer le ratio de plaquage entre le point 1 et le point 2 sur la pièce. Si on plaque 30 minutes dans un bain de sulfate de cuivre, le point 1 reçoit 50 ampères par pied carré. Donc, et le point 2 reçoit 90% du point 1, donc 45. Donc, la superficie de plaquage du point 1 et 2 est de 0,0 pied carré chacun. Fait qu'ils ont la même superficie de plaquage. Ben, c'est facile à répondre parce que si le point 1 90%, le point 2 reçoit 90% du point 1, c'est donc dire qu'il reçoit 45 ampères par pied carré, tandis que le point 1 en reçoit 50. Et la proportion est donc de 50 sur 45. Mais c'est l'ampérage, c'est la densité de courant qui fait l'épaisseur du dépôt. Donc ça veut automatiquement dire aussi que l'épaisseur du dépôt au point 1, au point 2, c'est-à-dire, va être de 90% de l'épaisseur au point 1. Donc, et ça veut dire qu'on peut ratio de plaquage, l'épaisseur moyenne,
Donc là, ça dépend. La moyenne, on pourrait dire là, j'ai fait une erreur dans mon calcul. Il aurait fallu que je marque la moyenne entre 50 et 45, qui aurait dû être 47,5 divisé par 45. Donc je vais corriger l'erreur tout de suite. Parce que la moyenne entre 50 et 45, s'il y a la même surface, donc là, une moyenne entre 45 et 47,5. Ce qui va faire de donner un autre chiffre ici, que là, je vous donnerai, tiens, je vous laisserai la liberté de le calculer. Ça va donner à peu près 1,05. Donc, ça, c'est un exemple du ratio de plaquage. C'est tout simple comme ça. Et pour finir le cours, la capsule, il existe une autre méthode une méthode euh, normalisée pour mesurer précisément un pouvoir couvrant d'un électrolyte. Donc, l'essai consiste simplement à recourir à un bassin. Et puis, de chaque extrémité, on a deux plaques qui vont servir d'anode. Et euh, entre les deux plaques, mais plus une plaque en cathode, donc la cathode va être placée au centre entre les deux anodes, mais pas entre les deux. Donc, il va avoir, la cathode va être placée plus près d'une anode que de l'autre, dans un ratio de 5 pour 1, la distance. Donc, ça consiste, on appelle ça la cellule de Haring-Blum. Donc, le pouvoir couvrant d'une solution est déterminé par la cellule de Haring-Blum. Donc, c'est une façon pour déterminer le pouvoir couvrant. Ça consiste à, comme j'ai dit, à placer une cathode entre deux anodes. Et les cathodes sont placées dans un rapport de 5 à 1 par rapport à l'anode. Excusez, là, c'est deux cathodes avec une anode au centre. Donc, je me suis trompé. Donc, on va plaquer, autrement dit, sur les deux pièces de chacune des extrémités. Donc, l'anode est au centre. Ben, l'anode est entre les deux cathodes. Et là, on va mettre un potentiel. OK. Donc, le rapport entre la distance en notre cathode est 5. Là, on va plaquer pendant un certain temps une certaine densité de courant. Et puis, au bout d'un certain temps, ben là, on va mesurer l'épaisseur déposée sur chacune des deux plaques. Et le rapport entre les deux masses, c'est R. Donc, là, on va rentrer ça dans la formule que vous voyez en haut. Donc, 5 moins R divisé par 5 fois 100. On va avoir le pourcentage. En anglais, ça s'appelle throwing power. C'est le pouvoir couvrant en français. Donc, un exemple de calcul ici, là. Si le poids sur la cathode la plus éloignée a été de 100 mg pendant le plaquage, pendant le temps de l'essai, puis sur l'autre cathode plus près, elle était de 400 mg, donc ça fait un R de 400 divisé par 100, ça fait 4. On la rentre dans la formule, donc 5 moins 4 divisé par 5, fois 100, ça fait 20%, tout simplement. Voilà, ça complète pour la capsule de la deuxième et dernière capsule de la troisième semaine en finition des métaux.